Bonjour, Édouard Boursieux. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à la requête de la Maison de l'Europe Centre Europe Direct de Dunkerque-Flandre. Donc vous voici chez nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre fonction, votre mission à la Commission européenne représentation en France? Oui, je représente la Commission européenne sur les affaires commerciales en France et également en Belgique d'ailleurs. Ce qui consiste fondamentalement à renforcer la communication, le lien entre la France et la Commission. La France est un grand pays qui a une voix particulière à faire entendre sur le commerce, sur la mondialisation, sur la place de l'Europe dans le monde. Et on est particulièrement intéressé au niveau de la Commission à écouter cette voix de manière un petit peu plus attentive, un petit peu plus proche du terrain. Donc je travaille beaucoup avec les élus, je travaille avec l'administration, avec les universitaires, avec les ONG, avec les représentants d'entreprises, avec toutes les forces vives qu'on peut trouver en France qui ont quelque chose à dire sur les préoccupations, les interrogations et sur les intérêts français dans la mondialisation. Alors ça peut rassurer les 60 millions de Français qui ont toujours la sensation que la Commission européenne n'en fait qu'à sa tête, sans tenir compte de l'avis des États membres. Et donc tant mieux si la voix de la France est entendue, ou au moins écoutée aussi par votre intermédiaire et vos collègues qui parcouraient partout en France pour prendre justement la température. Alors aujourd'hui vous êtes à Dunkerque pour nous parler de l'accord transatlantique, États-Unis, Union européenne, le TTIP, le TAFTA, voilà, parce que ça fait couler beaucoup d'encre. On a entendu la semaine dernière le ministre français s'exprimer à ce sujet-là, le président de la République aussi. Donc concrètement, c'est quoi cet accord? Le partenariat transatlantique, c'est un accord commercial, un accord de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est similaire à beaucoup d'accords que la Commission négocie au nom de l'Union européenne avec beaucoup de partenaires dans le monde. Et qui consiste à lever un certain nombre d'obstacles au commerce, aux échanges entre l'Europe et les États-Unis. On est deux grands partenaires, on est chacun le premier partenaire de l'autre, mais il y a encore beaucoup de difficultés quotidiennes dans les échanges entre nos deux continents. Et beaucoup de potentiel en levant les obstacles pour stimuler l'activité et la croissance dont on a bien besoin aujourd'hui, notamment en Europe. Il y a une autre dimension qui est très importante aussi, sachant qu'on est deux gros pôles du commerce mondial. L'Europe, c'est la première puissance commerciale mondiale. C'est bon de le rappeler parfois. C'est bon de le rappeler, et notamment quand on parle avec les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients du poids économique de l'Union et de notre capacité à obtenir des engagements de la part de nos partenaires. Mais on est, donc à nous deux, on représente 40% de l'économie mondiale, l'Europe et les États-Unis. On pèse encore très lourd. On a évidemment un poids relatif qui diminue à l'échelle mondiale. Il y a de grands pays émergents qui ont fait leur apparition et qui jouent un rôle très important maintenant. Ce qui est une bonne chose dans l'absolu, à beaucoup d'égards, mais qui pose aussi beaucoup de questions aux anciennes économies industrialisées comme l'Europe et les États-Unis. Il y a des formes de concurrence qui sont déloyales, il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas assez de règles dans la mondialisation, il n'y a pas assez de normes sociales et environnementales qui encadrent les échanges internationaux, par exemple. Et donc il y a un besoin de développer des règles dans la mondialisation, il y a un besoin de peser sur le cours des choses. Ce n'est pas la mondialisation sauvage, le libre-échange à tout crin. On doit fixer un cadre, on doit fixer des règles si on veut bénéficier de cette évolution. Et avec les États-Unis, évidemment, on pèse lourd. L'Europe et les États-Unis pèsent donc 40% du PIB mondial. Et si on arrive ensemble à développer un certain nombre de règles minimales, ça aura une influence importante à l'échelle mondiale et ce sera important pour l'avenir. Voilà. Alors, quid de notre roquefort, du foie gras, pour ne reprendre que ces exemples-là, parce que c'est ceux dont on a aussi entendu parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut exporter, et notamment nos produits français, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est difficile de le faire aux États-Unis. On a aussi, au niveau douanier, de fortes taxes qui nous sont mises. Donc, est-ce que ces accords, ou cet accord qui est en train d'être négocié, va permettre aussi de pouvoir négocier
renégocier les taxes douanières? C'est précisément l'objectif de ce type d'accord, et c'est là aussi où on fait face à un certain nombre de difficultés aujourd'hui dans les négociations. Ce sont des négociations qui sont difficiles, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est précisément l'objectif, et notamment dans l'agriculture. On a souvent l'image des États-Unis comme d'une superpuissance agricole face à une Europe qui serait très faible en matière agricole. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On a d'énormes intérêts à défendre au niveau européen en matière agricole. On est très fort. On exporte beaucoup plus aux États-Unis qu'on importe des États-Unis. On est le premier exportateur mondial en produits agricoles, et notamment des produits à très haute valeur ajoutée, comme ceux que vous avez mentionnés, le roquefort, le camembert de Normandie, le brie de Meaux, le foie gras, le champagne, des produits qui sont identitaires pour l'Europe et pour la France en particulier, et qui sont extrêmement demandés dans un pays comme les États-Unis, et qui aujourd'hui font face malheureusement à beaucoup trop, on arrive à exporter certains produits, mais qui font face à beaucoup trop d'obstacles. C'est un parcours du combattant, et notamment les indications géographiques comme le camembert de Normandie, les Mentales de Savoie, etc. Ne sont pas reconnus aujourd'hui aux États-Unis. Donc on peut faire du champagne californien autant qu'on veut aux États-Unis. Donc pour nos producteurs de champagne, évidemment, c'est une perte qui est considérable. C'est une violation de leurs droits, en fait, de leur savoir-faire, de leur identité qui est flagrante. Et donc on veut obtenir des États-Unis la reconnaissance de nos indications géographiques, au moins les plus importantes, celles pour lesquelles le coût de la non-reconnaissance est le plus important. Et c'est ça qui aujourd'hui est difficile dans les négociations, il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est un des points d'achoppement des négociations. On attend que les Américains bougent là-dessus, et pour l'instant, ils ne l'ont toujours pas fait, d'où la frustration, l'insatisfaction dans laquelle on est aujourd'hui, en fait. Alors, j'entends et on entend dire, d'abord, les citoyens ne savent pas trop ce qu'il y a dans cet accord. Donc, c'est bien que vous puissiez expliquer un peu plus en détail, et c'est l'objet de la présentation que vous ferez tout à l'heure. Mais on a aussi des collectivités territoriales, notamment beaucoup de villes, se sont positionnées anti-TAFTA, anti-accord transatlantique. Quelle est votre position face à ça? Quelle est la position aussi de la Commission européenne? Parce qu'on dit toujours, oui, tout ça se fait dans le plus grand secret, mais quand vous et moi, on connaît un petit peu le fonctionnement des institutions communautaires, on sait que ce n'est pas dans le plus grand secret. La Commission a ce rôle-là, en fait. Donc, quel est votre point de vue? C'est un rôle qui a été donné à la Commission de manière démocratique, d'abord, sur la base d'un mandat qui a été confié à la Commission à l'unanimité des 28 États membres de l'Union européenne, les 28 gouvernements. Et ce n'est pas seulement les 28 gouvernements, c'est aussi le Parlement européen, élu au suffrage universel direct, qui a adopté plusieurs résolutions dans lesquelles il soutient les négociations. Évidemment, ce n'est pas un chèque en blanc à la Commission. Tout ça est dans le mandat et dans les résolutions du Parlement. Il y a des conditions qui sont très strictes pour la négociation de cet accord, avec des objectifs qui sont très précis. Régulation de la mondialisation, stimulation de la croissance, création d'emplois en Europe, et des lignes rouges qui sont tout aussi précises et qui rejoignent toutes les préoccupations citoyennes dont vous parliez à l'instant, qui sont soit de l'ordre de la sécurité alimentaire, personne ne veut qu'à l'issue de ces négociations, on se mette à importer du bœuf aux hormones, du poulet chloré, du porc à la ractopamine. Personne ne veut qu'à l'issue de ces négociations, on démantèle notre système de soutien à la création audiovisuelle, l'exception culturelle. Personne ne veut que la protection des données personnelles sur Internet soit remise en cause par ce type de négociation. Dans le domaine du numérique, tout le monde est attaché à la préservation des services publics. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets très importants, et très sensibles, qui sont au cœur de la vie de tous les jours, mais qui sont autant de sujets sur lesquels il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations, beaucoup de préoccupations, mais sur lesquels, en réalité, les positions européennes, elles sont extrêmement claires. Que ce soit dans le mandat de négociation qui a été donné par les États membres à la Commission, dans les positions du Parlement européen, dans les positions de tous les États membres, il est absolument exclu de remettre en cause d'une quelconque manière ce type de dispositions qu'on a aujourd'hui. Le bœuf aux hormones, pour le dire simplement, il est interdit aujourd'hui en Europe, il restera interdit
demain en Europe. Voilà. Il y a la ligne rouge à ne pas franchir. Il y a les en tout lignes cas, dans rouges, les- sinon si le négociateur européen franchit les lignes rouges, il sait que sa tête tombe tout de suite. tombera. Alors, on a entendu aussi la semaine dernière, je ne prends que des exemples de l'actualité, Apple condamné, voilà. Est-ce que tout ça rentre aussi dans ces négociations, dans ces choses-là? Parce que on sait le monopole qu'a Apple aujourd'hui, on connaît aussi le fonctionnement aussi de l'Union européenne, hein, donc concurrence. Enfin, voilà, donc comment tout ça fonctionne et comment ça trouve un écho aussi à cet Non, la accord? décision sur le cas Apple, c'est une décision très importante, très courageuse, je dois dire, de la part de la Commission européenne. Jean-Claude Juncker avait voulu une commission plus politique qui prend ses responsabilités. Il l'a fait sur le cas Apple. Il faut bien voir qu'au niveau mondial, la seule zone, les États-Unis sont nos alliés. On a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les États-Unis, mais il ne s'agit pas de se coucher par terre et il ne s'agit pas de faire tout ce qui plaît aux États-Unis, quoi que ça coûte à l'Europe. On est là pour défendre l'intérêt européen avant tout, en s'appuyant sur les États-Unis, parce qu'on a un certain nombre d'objectifs globaux, mais pour défendre l'intérêt européen. Et au niveau mondial, la seule zone qui tient tête aux États-Unis quand elle en a besoin, c'est l'Europe. Que ce soit sur le cas Apple, où c'est une décision exemplaire, mais la Commission fait la même chose avec Microsoft, avec Amazon, avec Facebook, dans d'autres domaines et sur d'autres raisons. Quelques années plus tôt, la Commission avait bloqué la fusion entre General Electric et Honeywell, là aussi. Et à chaque fois, les États-Unis doivent bien s'y résoudre et accepter que, encore une fois, la première puissance commerciale mondiale, la première économie mondiale, fasse ce qu'elle a à faire. On ne peut pas accepter que Apple paie 0,005% d'impôts sur ses activités en Europe. C'est hors de question. Donc on doit intervenir. Ce n'est pas toujours facile, mais la Commission n'hésite pas à le faire. Très bien. Je vous remercie de nous avoir consacré de votre temps sur le Naguère. Merci beaucoup. Merci à vous.